Merci pour cette belle démonstration qui montre effectivement l'intérêt du politique et du scientifique. Donc maintenant, on répond aux questions, c'est ça? C'est ça. Donc c'est Sébastien ou c'est Valentine qui commence? Commence. Et justement, vous allez commencer. J'ouvre cette table ronde avec la question qui a donné le titre à cette conférence. Donc, quelle place pour la parole scientifique en politique? Et je vais vous laisser, vous, Dr Kierzak, répondre à cette question en premier, puis après, professeur Jardet et professeur Johannet, ce sera votre tour. Merci. Juste en deux mots, donc je suis médecin urgentiste et anesthésiste réanimateur, donc merci aux chirurgiens de m'inviter. Et d'inviter aussi un anesthésiste, un médecin, et on partage ensemble la blouse blanche et les patients. Juste, on n'est pas forcément des scientifiques d'ailleurs, les médecins. Alors on regarde, vous tous qui faites de la science politique, vous pensez qu'on est des scientifiques, mais en fait la médecine, oui, c'est une science, mais c'est un art aussi. Et je crois que la relation avec le malade, l'humanité, c'est extrêmement important, et on va au-delà du scientifique. Généralement, on n'est pas des très bons scientifiques, ceux qui font des découvertes, c'est rarement des médecins ou des chirurgiens. Nous, on fait de la médecine clinique au chevet des malades. Et donc, il ne faut pas confondre médecin, je pense, ou chirurgien et scientifique. C'est deux choses différentes. Et vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'étais, pendant le Covid, en première ligne, non pas comme journaliste. Et je ne suis pas journaliste, je n'ai pas de carte de presse, je suis médecin. J'étais de garde encore la nuit dernière à l'Hôtel Dieu, pas très loin. Donc, je suis médecin. Et ce que je fais finalement à la télé, c'est la même chose que ce qu'on fait dans nos cabinets de consultation, nos salles d'urgence. C'est-à-dire que je n'ai pas de carte de presse, je ne suis pas journaliste, mais je suis juste un médecin qui communique à un peu plus de monde que ce qu'on fait en colloque singulier. Et je crois que c'est important de le préciser. Alors, je partage pas mal de choses avec ce qui a été dit, pas tout. Alors, pour répondre précisément à votre question, rapport politique et scientifique, on a l'impression qu'il y a un binôme. Mais en fait, non, il y a un troisième larron qui va, et vous l'avez un peu ébauché, mais c'est le média, c'est l'opinion publique, et c'est capital. Et le marqueur qui a été le Covid, je pense, a bien montré l'importance de ce troisième larron, de cette opinion publique, de ces réseaux sociaux, vous l'avez dit, vous en avez malheureusement fait les frais. Aussi, vous avez parlé de Didier Raoult, on a bien vu la puissance à un moment donné dans l'opinion publique, et puis la fameuse règle des médias, vous savez, les 3 L. Vous connaissez les 3 L des médias? C'est les médias vous lèchent, vous lâchent et vous lynchent. Donc ça aussi, il faut en avoir conscience. Mais donc ce troisième larron dans le couple politique et scientifique, il est capital parce que le politique va être influencé par les médias, par l'opinion publique forcément. Le politique, c'est un élu avant tout. Donc le politique, il est sensible, il est sur les plateaux télé. Et les plateaux télé, il y en a de plus en plus. Il y a des chaînes info, 3 chaînes info. 1, 2, 3, ouais, il y en a 3, 4 même. 4 chaînes info. 18 heures sur 24 à remplir gratuitement, avec des experts, entre guillemets, scientifiques ou pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aviez un titre de docteur ou de professeur, vous étiez sur les plateaux télé. Et là, j'ai vu, et je vous rejoins totalement, l'absence de culture scientifique des journalistes. Agnès Buzyn, quand elle était ministre de la Santé, m'avait chargé de la rédaction d'un rapport sur l'information après l'affaire du Levothyrox. Vous vous rappelez le Levothyrox, qui était une crise plutôt de l'information qu'autre chose, parce que c'était une crise très franco-française, avec un manque d'anticipation, de communication auprès des patients. Et on avait changé le Levothyrox, et les patients s'étaient retrouvés subitement avec des variations et des effets secondaires réels qui avaient été mal anticipés, mal communiqués, qui avaient même été niés par les autorités. Et donc, l'idée, c'était qu'on puisse un peu changer les choses pour que ça ne se reproduise pas sur un autre médicament ou dans une crise, éviter une crise ultérieure. Et en fait, on avait préconisé dans ce rapport plusieurs choses, et une de ces choses-là, c'était de dire qu'il fallait que les journalistes soient avec une culture scientifique. Or, les journalistes, ils ont tous fait le même parcours. Un peu le vôtre si vous faites Sciences Po ou des facs de droit ou des facs d'histoire, mais ils ont une culture économique, politique, mais pas scientifique. Il y a très peu de filières de journalistes scientifiques. Il y en a une à Lille, c'est l'ESJ Lille qui fait, avec des gens qui sont pharmaciens ou médecins ou qui ont fait un cursus de sciences et qui font du journalisme. Et ça permet d'avoir justement cette culture du doute, de pouvoir nommer telle ou telle personne en fonction véritablement de son expertise, et ça aurait évité d'inviter pendant des semaines, voire des mois, des gens qui n'ont jamais vu un malade Covid de leur vie, mais qui étaient les grands spécialistes du Covid. Je vous cite juste une anecdote avec un grand journaliste qui invitait toujours le même néphrologue et qui, à la fin, au bout de quelques semaines, me dit mais qu'est-ce que c'est la néphrologie comme spécialité? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a là vraiment un manque de culture médicale ou scientifique. Alors voilà, bon, le Covid a été un marqueur, et ça a été un marqueur en termes de défiance aussi vis-à-vis
vis-à-vis du scientifique. Et vous rappeliez que la crédibilité du médecin, c'était 80%, et puis le politique, ça se cassait la gueule, plus on arrivait vers le politique. Je pense que ça, c'était avant le Covid. Parce qu'après le Covid, je vous garantis que la défiance, et moi je le vis au quotidien, mais vous le vivez tous, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il y a une défiance au quotidien avec nos patients qui remettent en doute. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que des gens s'engueulaient sur les plateaux télé, s'insultaient sur des plateaux télé, au mépris du code de déontologie, de la confraternité, etc. Et finalement, ils se sont dit, mais ils sont comme les autres, ces scientifiques ou ces médecins. Et même les très grandes revues ont été remises, ont publié des choses qui étaient ineptes et qui ont. Et il y a un beau titre de livre, c'est La vérité est fille du temps. C'est-à-dire que ça évolue avec le temps. Vous l'avez un peu ébauché, mais il n'y a pas la vérité. Et donc, il n'y a pas la vérité scientifique. Il y a la vérité à un instant T, mais elle va évoluer avec le temps. Et je serais un peu plus indulgent avec Didier Raoult, parce que c'est un grand virologue, Didier Raoult. On peut dire ce qu'on veut, mais il est un grand virologue. Il a déraillé sur un certain nombre de ses propos, c'est indéniable. Mais ce qui aurait pu être un débat d'experts, un congrès médical, etc., finalement a émergé sur la place publique. Et c'est pour ça que le débat public, l'opinion publique et le média a été capital dans cette histoire-là, parce que ça aurait dû rester dans la sphère scientifique et on aurait pu, les virologues, les infectiologues auraient pu se taper dessus comme ils le font depuis des années. Et ils le faisaient au demeurant sur la maladie de Lyme entre Didier Raoult et les autres pathologistes ou infectiologues. Sauf que là, malheureusement, il y a eu une caisse de résonance médiatique qui a été, je pense, au détriment de tout le monde, parce que la parole scientifique a été décrédibilisée. Donc il y a vraiment, je pense, un tournant avec cette crise du Covid. Alors, je voudrais juste dire sur le complotisme, bien sûr qu'il y a des complotistes, etc. Mais de l'autre côté, il y a des scientistes aussi, qui ne sont pas des scientifiques. C'est-à-dire que moi, on a passé, les collègues ou les médias ont essayé de me classer complotiste ou alarmiste. Vous voyez, t'étais complotiste ou t'étais alarmiste. Moi, je disais non, je suis pragmatiste. C'est-à-dire que je suis scientifique, je suis pragmatiste, je suis enfin scientifique médical. J'étais la nuit en renfort service Covid aux urgences et le matin sur les plateaux télévision, mais j'étais les mains dans le cambouis. Et donc, attention aussi à ce dogmatisme de la science. Attention à cette idéologie, ce qu'on appelle le scientisme, et un peu comme en politique, les extrêmes vont s'alimenter l'une l'autre. Eh bien, c'est la même chose. Le scientisme alimente le complotisme ou l'obscurantisme. Et donc, je pense que le rôle du scientifique, mais peut-être plus encore du médecin, c'est d'avoir une parole nuancée. Pourquoi? Parce que dans notre pratique, on sait qu'il y a la science, et puis il y a plein de choses qu'on n'explique pas. Vous êtes chirurgien, vous savez que ce qui est important dans la relation, dans la décision opératoire, dans la confiance que les patients vous font quand ils vous confient leur corps, leur chose la plus précieuse, c'est quelque chose qui n'est pas forcément palpable, qui n'est pas forcément scientifiquement démontré. Et pourtant, vous êtes des scientifiques, mais il y a autre chose. Et je pense que le médecin, le chirurgien, il apporte justement cette nuance. Et je pense que dans le débat public, ça serait extrêmement important entre les complotistes, d'un côté les obscurantistes, et puis de l'autre côté les scientistes idéologues. Et on a vu que les dernières études, depuis 2-3 ans, contredisent beaucoup de vérités déjà d'il y a 3 ans sur le vaccin protège de la transmission, etc. On a vu qu'il y avait un certain nombre d'effets secondaires aussi au confinement. On a vu aussi que tous les pays qui avaient pris des mesures soit très drastiques, soit au contraire très laxistes, finalement, la morbimortalité, elle est la même. Donc finalement, le juge de paix, est-ce qu'il y a eu vraiment des mesures efficaces? Donc tout ça nous fait relativiser quand même des mesures ou des positions dogmatiques. Et je crois que le rôle des médecins ou des scientifiques auprès du politique, c'est de pouvoir apporter cette nuance-là, parce que sinon, on va se retrouver dans un totalitarisme. Et on voit bien que l'ambiance politique actuelle, elle est vers le totalitarisme, et que ne pas écouter, ne pas être dans la nuance, y compris sur le plan scientifique, va vers un totalitarisme qui me semblerait délétère pour tout le monde et qui est extrêmement dangereux. Voilà, juste pour donner quelques éléments. Ouais, alors, la médecine, c'est sûr que ce n'est pas une science exacte, mais ça reste quand même une science, parce que moi, j'ai connu les transplantations hépatiques. Quand j'étais interne, il n'y avait pas de traitement anti-rejet. Et donc, on faisait des très belles opérations qui avaient quand même beaucoup de mal à marcher, hein, pour les questions de rejet. Et puis, il y a un Français, d'ailleurs, qui a découvert un traitement anti-rejet. Et quand je suis revenu comme chef de clinique, c'était devenu un traitement comme les autres. Ça a complètement changé la donne. Moi, je fais partie d'une génération où on opérait des nuits entières des gens qui mouraient de perforation d'ulcères ou d'hémorragie d'ulcères. L'hémorragie d'ulcère, c'était 25% de mortalité. On les opérait, 25% de mortalité. Et puis, il y a 2 Australiens qui ont dit, mais l'ulcère, c'est un problème de bactériologie.
Voilà, donc on traite la bactérie. Et moi, ça fait 20 ans que je n'ai plus opéré d'ulcère. Il y a plus d'ulcère. C'est une maladie qui existe, qui se traite. Donc, il y a quand même un aspect scientifique qui change la vie des gens. Alors, le Covid, moi, je voulais juste faire 2 remarques sur le Covid. D'abord, nous, on a des références en médecine. On a le Lancet. Le Lancet, qui est quand même la Bible. C'est-à-dire que quand vous publiez dans le Lancet, vous avez toutes les garanties qu'on vous explique que c'est ça. La vraie vérité, elle est là. Et là, on s'est aperçu que le Lancet... Publier les conneries. Oui, c'est ça, publier n'importe quoi. Voilà, enfin, je schématise, mais des conneries, c'est mieux de dire des conneries. Bon. Et donc, pour nous, on a perdu une partie des références. Donc, c'est vrai que il a fallu réviser ces certitudes. Et le deuxième point, c'est que on a invité ici un épidémiologiste français qui est installé en Suisse, dont le nom m'échappe, qui est un type qui fait référence. Antoine Flau. Antoine Flau, voilà. Et il nous avait expliqué que... Pas sur la partie référence, c'était sur la partie suisse et épidémiologique. Voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, et donc, à l'époque, il a d'ailleurs écrit un bouquin, à l'époque, il a expliqué que les Suédois n'avaient pas confiné et qu'on ne savait pas, à l'heure où il parlait, si finalement c'était la bonne solution ou pas. Et pourquoi il n'avait pas la réponse? Parce que dans la science, il faut parfois savoir attendre. Or, quand on va sur les chaînes d'infos, ils veulent la réponse tout de suite. Eh bien, non, il faut accepter qu'on aura la réponse. D'ailleurs, il y a quelques papiers qui viennent de sortir justement sur les résultats du confinement. Est-ce que ça a été bien confiné, pas confiné et donc, il faut savoir attendre et on va avoir des résultats, mais on les aura de façon décalée. Et puis, petite parenthèse, je rappelle qu'il y a eu un truc qui s'appelait la grippe espagnole, qui a tué beaucoup de gens au début du XXe siècle. Et qu'à l'époque, c'était les mêmes débats. Il y a des gens qui ont sorti des articles. Est-ce qu'il faut confiner? Est-ce qu'il faut porter un masque? Et on a l'impression que finalement, pas beaucoup. Voilà. Mais il n'y avait pas Twitter. Ah oui, alors c'est ça. Est-ce qu'on peut laisser la parole à nos... Je voudrais simplement ajouter qu'il y a une démarche scientifique. Et il faut respecter la démarche scientifique. Ça c'est tout à fait important. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'avoir 2 groupes qui ont la même pathologie, avec 2 traitements différents et les comparer au final. C'est une démarche qui est interrogative, c'est-à-dire qu'on a 2 possibilités, parce que sinon, on arrive à Montagnier, qui était quand même prix Nobel, qui a dit n'importe quoi, en disant que c'était le Covid avait été fabriqué, ou même Raoult. Moi, Raoult m'avait un peu interrogé quand même, parce que effectivement, c'est un grand scientifique. Effectivement, il avait vécu à Dakar pendant une épidémie de choléra où il n'avait pas de traitement et où il avait donné de la chloroquine. Ça, c'est vrai. Et il a eu l'impression que ça marchait. Néanmoins, moi, j'ai un exemple très local, c'est qu'il y a eu une épidémie de choléra à Amiens en 1860 qui était catastrophique. L'impératrice Eugénie est arrivée, elle a soigné les cholériques et le choléra s'est arrêté. Donc vous voyez que parfois il y a des phénomènes qui sont un petit peu des intersections qui sont un peu surprenantes. Je crois qu'il y a toute la réflexion de Monod, du hasard et de la nécessité, de ce croisement d'Edgar Morin. Moi, je suis très Edgar Morin parce que il y a des choses, et vous le verrez dans votre vie, il y a parfois des décisions qu'on prend et on ne se rend pas compte de la portée au final. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait un choix, vous allez avoir des choix. Moi, à titre personnel, je pense que quand le train passe, il faut sauter dedans parce qu'il passe jamais 2 fois. Néanmoins, il y a des positions que j'ai parfois prises, y compris en politique, et qui ont amené à quelque chose. Et donc, il faut être effectivement, comme vous venez de le dire, excessivement modeste, mais être très scientifique et ne pas interpréter quelque chose à chaud. C'est-à-dire que c'est tout le problème des plateaux de télé et de la décision politique actuelle qui Et s'est la décision- considérablement accélérée. Oui, alors, moi je vais vous dire franchement, c'est ce que je disais en aparté tout à l'heure, la loi Jardé, ça a été quand même un long calvaire. C'est-à-dire que je vous rappelle que
c'est une histoire invraisemblable que je pourrais vous raconter en quelques mots. C'était une décision de Roselyne Bachelot de faire un grand texte sur CHU, hôpital, recherche. Elle avait missionné Jean-Marie Roland qui a fait HPST. Elle avait missionné Maresco pour faire CHU. Elle m'avait missionné pour faire recherche. Et puis, ce texte était tellement lourd qu'elle l'a retiré, elle a retiré recherche. Et j'ai un copain avec qui j'ai pris l'ascenseur, mais qui était au cabinet de Roselyne Bachelot, le maire, qui me dit, écoute, travaille quand même, fais peut-être tes auditions et tout ça. Et puis, il y a eu le krach boursier. Et d'un seul coup, Sarkozy a dit, la France va s'en sortir que grâce à la recherche, vous vous souvenez. Et donc, il fait l'inauguration du CHU de Strasbourg. Il lit pas son discours, il dérape complètement. Il parle que de la recherche médicale. Il se rassied à côté de Roselyne Bachelot et lui dit, mais au fait, il en est où ton texte? Et là, vous avez Roselyne Bachelot qui fond complètement. Et je suis appelé en pleine nuit à l'Élysée en me disant, vous avez 15 jours pour faire la loi. Donc voilà, alors, ça avait très bien démarré. Après, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais comme quoi, parfois, c'est le hasard et la nécessité est tout à fait prégnante, y compris dans la recherche. Mais la démarche de recherche est très, très importante. Et il faut une grande rigueur scientifique. Et on a un collègue qui est le doyen Koudane qui parle toujours des simulations et des transformations, des interprétations des travaux de recherche. Et ça, c'est tout à fait criminel et qu'il faut absolument, absolument dénoncer, car ça débouche sur du complotisme et le refus de la vérité. Et malheureusement, actuellement, c'est vrai que Twitter, X, pardon, entraîne des dérives qui sont tout à fait dommageables. Oui, j'aimerais maintenant que notre échange se prolonge sur le sujet plus spécifique des politiques de santé. Nous connaissons une tension de plus en plus forte dans les services de santé, l'hôpital souffre, la médecine de ville et le secteur paramédical aussi. Les déserts médicaux et le manque de professionnels de santé sont des sujets dont tout le monde parle, politiques, acteurs de la santé. Mais les actions concrètes pour traiter les problèmes sont rares et ne se concentrent bien souvent que sur les symptômes. Alors on voit des maisons de santé pluridisciplinaires, de la télémédecine, mais est-ce que l'on traite réellement le problème à la source? Sur des générations de Français, entre 700 000 et 800 000 individus, presque 60 000 s'inscrivent tous les ans en première année de médecine. Et j'entendais, pas plus tard qu'hier, une statistique, un élève en post-bac sur 4 choisit une formation vers la santé, vers le sanitaire et social. Et c'est vrai qu'avec ces statistiques, ces chiffres, on se dit, mais il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise de vocation dans le domaine de la santé. Et pourtant, bah, voilà, des solutions pragmatiques existent et elles émanent bien souvent des professionnels de santé. Et on a l'impression que parfois on est dans un dialogue de sourds. Donc voilà, ma question elle est toute simple. Comment promouvoir vraiment concrètement une collaboration efficace entre le terrain et les décideurs politiques? Alors, sachez que j'ai toujours milité contre l'abolition du numerus clausus. Pourquoi? Parce qu'on était arrivé il y a 20 ans à ce paradoxe absolument extraordinaire qu'on était collé aux premières années de médecine en France et reçu en Belgique, en Roumanie, en Italie ou en Espagne. Et donc, il y avait une distorsion absolument incroyable à ce niveau-là. Et j'ai porté avec le professeur Bach le rapport Bach qui réformait la première année de médecine et qui allait vers une diminution de la suppression de ce paradoxe. Néanmoins, je reste persuadé que vous donnez votre vie entre les mains de votre médecin et que son niveau de compétence doit absolument être incontestable. Et donc, on ne va pas faire des officiers de santé, c'est-à-dire que les médecins doivent être des personnes en qui vous pouvez apporter votre confiance. Et donc, le niveau intellectuel, le niveau de rigueur scientifique et le niveau, je dirais, manuel pour les chirurgiens que je suis, doit être tout à fait important. Alors, excusez-moi, mais l'histoire des déserts médicaux me fait rire. Me fait rire parce qu'on n'a jamais eu autant de médecins en France. Je vous rappelle qu'on est à 226 000 médecins en France, ce qui est considérable. Alors, il y a des pratiques médicales qui sont différentes, il y a des regroupements qui sont différents, mais néanmoins,
c'est sûr que dans l'est de mon département, personne, on ferme les postes, on ferme les trésoreries, on ferme les écoles et on veut aller mettre des médecins. Les médecins ne sont pas là pour faire de l'aménagement du territoire, ils sont là pour donner des soins et des soins de qualité. Et je suis désolé, quand on a, moi je suis président au niveau santé pour le département, donc c'est un dossier que je connais un petit peu. Quand on me dit il faut sauver la maternité de Péronne qui fait 270 accouchements par an, je me dis, les femmes qui vont accoucher là prennent des risques. Et d'ailleurs, la femme du maire... Elle est en dessous de 300. Elle est en dessous. Non, elle n'est toujours pas fermée. Elle est toujours pas fermée, mais là, ils l'ont fermée artificiellement en disant qu'il n'y avait plus de praticiens, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais là, on me propose à la prochaine session de faire une pétition que je vais refuser pour sauver la maternité de Péronne. Et le maire est un homme et sa femme, elle n'a pas accouché à Péronne, je vous rassure. Elle a été accouchée à Amiens. Mais il défile quand même en première ligne pour sauver la maternité de Péronne. Et donc, il faut voir aussi que ça et l'installation obligatoire des médecins dans des zones est vouée à l'échec. Les pharmacies ont ce schéma-là. Vous voyez combien il y a de pharmacies qui ne retrouvent pas de repreneurs? C'est considérable. C'est-à-dire qu'on est en train, sur un schéma national de pharmacie, de fermer des lieux de pharmacie parce que plus personne veut ouvrir la pharmacie. Et donc, l'installation obligatoire sera également un échec. La pratique médicale, moi j'ai la chance d'avoir une fille médecin, c'est vrai qu'elle ne travaille pas comme moi, c'est tout. Mais il faut favoriser, il faut que les pouvoirs publics favorisent les maisons médicales, qui sont plébiscités par notre nouvelle génération. Il faut, de façon à ce qu'il y ait ces regroupements et qui est intéressant. Et à titre personnel, ma politique départementale, c'est la prévention. Je reste persuadé que la prévention reste quelque chose d'important. Je suis en train d'ouvrir des consultations préventives de cancer. Je suis en train d'ouvrir des CAMS pour les enfants autistes. Il y a toute une politique du APED pour les violences infantiles, si vous voulez, qui est importante. Et la prévention par les pouvoirs publics sont quelque chose qui est tout à fait important. Néanmoins, je vais vous dire, je suis excessivement choqué par certains collègues qui viennent me voir et qui me disent moi, je veux bien aller m'installer à Roiselle. Alors, vous ne savez pas où c'est Roiselle, mais je ne vous conseille pas d'y aller. C'est vraiment à la jonction du nord de l'Oise, de l'est de la Somme et de l'ouest de l'Aisne. C'est un truc complètement paumé. J'espère que les gens de Roiselle m'écoutent. Et qui me disent moi, je veux bien y aller, mais il faut que vous me payiez ma secrétaire, vous me payiez mon loyer, tout ça. Bon, un petit peu, ça va, quoi. Quand on connaît les revenus des médecins. Donc, voilà quelques réflexions. Oui. Juste vous dire un petit mot de réflexion critique sur le développement de la télémédecine, téléchirurgie, parce que ça, c'est vraiment un sujet important. Et en même temps, il y a aussi pas mal d'illusions dans le processus. C'est-à-dire que vous pouvez donner un avis, et même Hubert pourrait nous raconter une histoire où finalement, en téléconsultation, une patiente, tu m'as raconté, veut se faire opérer pour un problème d'amaigrissement. Elle ne connaît pas Hubert Joannet. En téléconsultation, elle pense que c'est sûrement un très bon chirurgien. Il lui dit venez pour me voir vraiment, qu'on discute, qu'on voit ça. Que je vous pèse. Que je vous pèse. Et finalement, elle prend un rendez-vous direct pour se faire opérer, sans avoir été vue, sans avoir fait le tour du problème. Non, mais la médecine, c'est toucher les malades. La médecine, c'est pas de la téléconsultation. Et quand je vois que les gares SNCF vont équiper de cabines, alors qu'ils n'ont pas été foutus de mettre des gares, et c'est pour ça qu'il y a des déserts tout court. Et Olivier a raison. C'est pas que des déserts médicaux, c'est qu'il y a des déserts tout court sur le territoire. Et donc on va pas aller foutre des médecins alors qu'il n'y a plus de service public, il n'y a plus de gares SNCF. Et par ailleurs, si vous avez en télémédecine, il y a quelqu'un qui a un syndrome coronarien, il va craquer ses coronaires parce qu'il y a une sténose serrée, il va faire un énorme infarctus. Vous lui dites, c'est très important. Vous avez, à distance, on peut le dire, c'est probablement, il faut faire d'urgence une coronarographie et vous mettre peut-être un stent ou aller en salle d'opération. Mais s'il n'y a pas les équipes techniques pour le faire, on saura pourquoi il va mourir, mais il ne sera pas opéré.
Et ça, c'est la télémédecine et la téléchirurgie dans les pays en développement, c'est une grande illusion où on fait croire aux populations que ça va tout être réglé et le désert médical, c'est le désert, c'est qu'il n'y a pas les techniques, les salles d'opération pour faire le traitement adéquat. Mais d'abord, il y a un point là sur le plan, un point pour les politiques, moi qui m'a beaucoup frappé. On est au début des années 90, on prend le sida en pleine poire. Alors l'avantage du sida, c'est que il y avait du sida dans la chambre 230, 234, 237. C'est pas comme le Covid, parce que le Covid, il y en avait dans le couloir aussi. Donc c'est pas pareil. Bon, là, quand même. Au passage, c'était assez moche. Il y a quand même, on a vu des patients jeunes. Moi, j'ai vu un chat chirurgien. On voyait des malades, comme ça, c'était assez moche. Alors pourquoi je raconte ça? Parce que il y avait ce problème de contamination des chirurgiens par le virus. Et donc, les chirurgiens qui pouvaient être contaminés pouvaient contaminer les patients. Bon, il se trouve qu'à l'époque, on a pas mal publié sur le sujet avec l'équipe de médecine du travail. On s'était penché sur cette question, les gants, les doubles gants, les machins, enfin, mais bref. Et donc, je suis invité au ministère de la Santé. Et donc, je viens avec mes diapos, là, à l'époque, les diapos en carton. Là, je fais avec un carton, les risques, etc., 40 diapos. Et à la fin, je dis à la fille du cabinet qui m'avait invité, je dis, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Ah, mais rien, me dit-elle. On va le mettre dans un tiroir et s'il y a une crise, s'il y a un problème, on va gérer la crise. Donc, pour moi, c'était une révélation. Les politiques, ils gèrent les choses comme ça. Ils gèrent la com et ils gèrent la réaction de la population par rapport à un problème de santé. Bon. Alors maintenant, pour les déserts médicaux, les coupables, on les connaît très bien. Hein. On connaît les maires, hein, c'est les maires, parce que si les maires, pendant des années, le sujet principal en France, c'était le chômage. Et donc, il fallait créer des emplois. Le premier employeur à Paris, c'est la PHP. Dans toutes les villes de France, c'est l'hôpital. Donc, on a créé les emplois à l'hôpital, et on a un système qui s'est hospitalo-centré. Maintenant, le chômage, c'est plus la question tellement, hein, puisque là, on essaie d'aller vers le plein emploi. Et donc, les problématiques... Et puis, en plus, les gens, ils restent de moins en moins à l'hôpital. Parce que, médicalement, il faut qu'ils rentrent chez eux le plus vite possible, parce qu'il y a moins de complications, que sur le plan des établissements, ils gagnent de l'argent, la Sécu gagne de l'argent, et surtout, les gens, ils peuvent retrouver leur autonomie. Donc, tout ça, ça a changé. Et puis, les autres coupables, c'est les médecins. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les médecins, moi je vois dans la spécialité, en libéral, il y a moins de 10% de chirurgiens qui sont associés entre eux. Vous voyez? Moi, je suis originaire du Cantal. Bon. Eh ben, dans le Cantal, quand vous avez un cabinet où il y a 5 médecins, eh ben, les mecs, c'est les rois du pétrole. C'est-à-dire, ils prennent une semaine de vacances tous les mois, il y a la permanence des soins qui est assurée, et tout le monde vient les voir. Sauf que il y en a très peu. Les avocats, ils sont très couramment associés entre eux. Là, je parlais tout à l'heure des éleveurs bovins. Hein. Les éleveurs bovins en France, ils sont 17% à travailler en association. Bon. Mais les médecins, eh ben non, ils ont leur cabinet parce que c'est mon patient. Vous voyez, c'est mon patient, il est à moi. Ben non, ça ne marche plus comme ça maintenant. Hein. On est en France, on gère une activité professionnelle. Hein, les gens auront un service. Et donc, on est au service de la population. Et le côté, c'est mon malade, c'est mon cabinet. Et ben voilà, ça peut pas marcher comme ça. Et même, voilà. Et à une époque de ma vie, j'ai créé une maison médicale. Alors on s'est dit, c'est super, c'est vraiment, alors là, on est les meilleurs. Hein. On a créé une maison médicale à côté d'une clinique, dans le Val d'Oise, tout ça, etc. Mais les réunions de copropriété de la maison médicale, ça doit être quelque chose. Hein. Mais je vous assure, hein, non, mais lui, il a 1,5 m de plus que moi, mais je paye plus, et puis je suis plus loin des toilettes, moi. Merci. Enfin, voilà, je veux dire. Et donc, je pense que les médecins, ils ont une certaine responsabilité. Et la dernière responsabilité qu'ils ont, c'est qu'ils ne travaillent pas assez ensemble pour gérer un territoire. Hein, il y a d'un côté les hospitaliers, de l'autre côté les libéraux, qui est concurrent du mec qui est à 500 mètres. Enfin voilà,
après, c'est aux médecins de choisir la politique territoriale. C'est eux qui savent où les cancers peuvent être bien pris en charge, où il faut travailler en équipe pour traiter certaines pathologies. C'est eux qui savent, c'est pas les ARS. Que faut-il penser? Je te pose une question à tout le monde. Que faut-il penser de la décision, proposition du nouveau Premier ministre de faire que l'obligation de garde pour les médecins libéraux soit un sujet? Est-ce que on a moi, je veux bien répondre. Hein. Ah oui, la permanence de soins. Moi, j'ai fait partie de. J'étais avec Mattei, donc c'est il y a exactement 20 ans, et c'est lui qui a distendu l'histoire de la permanence des soins. Et je pense que c'est une erreur considérable. Je suis désolé. La permanence des soins fait partie du milieu médical. Donc moi je suis pour. Non, je voulais simplement dire au niveau de la télémédecine, bon, je ne sais pas si vous savez, mais bon, j'ai un service d'orthopédie, mais j'ai également un service de médecine légale et pénitentiaire. Et donc j'avais un énorme problème. Les prisonniers ont le droit d'être soignés. Et ils ont même un devoir d'être soignés. Ils sont souvent en très très mauvais état de santé du fait des toxiques. Hein. Je vous rappelle que, même que 53% des détenus en France sont toxicomanes à un haut degré. Et grâce à la télémédecine, j'ai pu faire rentrer des médecins parce que les médecins refusent d'aller faire des consultations dans les prisons parce qu'il y a le problème de sécurité, d'entrée qui est assez complexe et lourd. Mais grâce à la télémédecine, on a pu avoir des consultations régulières qui a amélioré et qui a permis que, quand il y a vraiment des cas importants, que les médecins y aillent vraiment. Mais c'est pour ça, et c'est utile. Et je pense que dans certaines zones, ça peut être très utile. Il y a le professeur Richman, qui est urologue, qui veut nous parler. Alors, Pascal. Oui, voilà. Merci. 2 secondes. Je ne suis pas sûr qu'on ait complètement répondu à la question finalement de l'insuffisance d'offres de soins, pour ne pas parler des déserts médicaux. Je voulais simplement revenir sur 3 points. Puisqu'on parle en ce moment de politique et de médecine, et donc organisation médicale, et il ne faut pas oublier les décisions politiques qui ont été prises en particulier dans les années 90, et même fin des années 80 pour le numerus clausus, dont l'idée c'était plus il y a de médecins, plus ça coûte cher, plus il y a de chirurgiens, plus il y a d'appendicectomie, vous vous souvenez de ça. Et puis, la décision du budget de la sécurité sociale par la loi, l'ONDAM, qui a été votée dans les années 90. Ces 2 décisions n'ont absolument pas tenu compte des projections démographiques et dont on voit aujourd'hui la réalité. Et ça, c'est quand même une partie de la réponse à donner à la question. C'est l'explosion démographique donc des seniors. Et donc, évidemment, des épidémiologies, des maladies et du coup, des coûts des soins et des nécessités de soins. Donc, premièrement, l'aspect démographique. Deuxièmement, des choses qui étaient moins prévisibles, je vais être bref, c'est l'évolution de la pratique médicale, en particulier l'hyperspécialisation. Et puisqu'on parle d'orthopédie, eh bien, c'est une discipline qui s'est pratiquement divisée au moins en 4 ou 5, c'est-à-dire que pour un même nombre d'orthopédistes formés, il y avait 5 spécialités et qu'il fallait fournir. Et donc ça, c'est important. Mais même dans la médecine générale, on constate aujourd'hui qu'il y a des spécialisations et vous avez des médecins généralistes qui ne veulent pas recevoir ce qu'on appelle les ALD, c'est-à-dire des affections longue durée reconnues, parce qu'ils ne s'estiment pas suffisamment compétents, qui préfèrent renvoyer sur le spécialiste dont les listes de rendez-vous s'allongent, etc., etc. Et enfin, il y a la pratique médicale, donc des médecins dans leurs horaires, et ça, ce n'est pas propre à la médecine, c'est propre à une génération et qu'il faut respecter. Ce sont des choix de vie qui sont faits par nos jeunes générations, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus, comme nous l'avons été, à travailler 65 heures, voire plus par semaine. Et puis, on vient d'évoquer, il y a le problème des gardes, qui sont quand même très difficiles à organiser. J'ai eu au téléphone tout à l'heure pour un de mes patients, un urgentiste de garde, il était seul au CHU, hein, il était seul médecin pour 25 patients urgents. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, il ne parlait pas, il octait quand il me répondait, et puis il n'avait plus le temps de finir sa relation clinique. Et enfin, et ce n'est pas du tout de ma part, c'est quelque chose de péjoratif, mais il y a eu la féminisation de la profession qui est majeure, qui est très importante. Il fallait une féminisation de la profession, mais les femmes représentent 60% actuellement des médecins pratiquants, tous exercices confondus,
Et l'organisation actuelle de la vie des femmes, on peut en discuter, fait que, eh bien, elles ont moins de temps à mettre à disposition de leur exercice médical. Voilà donc les 3 points quand même, où là, il y a une relation entre des choix politiques qui ont été faits et les problèmes d'offre de soins actuellement. Pascal, je vais apporter sur deux choses. D'abord, j'ai toujours voté un ONDAM qui était supérieur à l'inflation. Donc, il y a un effort national de l'ONDAM qui est très important et qui a toujours été très important depuis ces 20 dernières années. Et deuxièmement, eh ben oui, c'est une constatation, les femmes sont plus intelligentes que les hommes et donc elles réussissent tous les concours difficiles, l'ENM, médecine, commissaire de police et officier de gendarmerie. Merci. Il y a un autre sujet, c'est là qui est en filigrane de tout ce qu'on vient de dire, c'est la baisse d'attractivité et le déclassement des professions médicales, qui est une des explications que certains dans les grandes écoles ou alsaciennes, pas très loin, etc., ne veulent plus faire médecine et font des filières beaucoup plus prestigieuses et beaucoup plus rémunératrices, alors que, pardon, mais certaines jeunes filles disent, ben moi j'ai cet engagement, je veux le faire et quelles que soient les conditions financières. Le déclassement médical, le manque d'attractivité, je pense que c'est une des réponses majeures aux déserts médicaux, par exemple, à la désaffection de certaines filières, et on le voit qu'il y a des déserts médicaux dans certaines spécialités et pas dans d'autres. On voit que les choix au niveau de l'internat, c'est plutôt ophtalmo, chirurgie plastique, dermatologie, c'est-à-dire des spécialités avec moins de garde, moins de pénibilité, moins de responsabilité et plus rémunératrices. Donc tous ces éléments-là, il va falloir à un moment donné les mettre sur la table. L'autre chose, c'est que l'histoire du numerus clausus, je suis d'accord avec vous, Olivier, on n'a jamais eu autant de médecins. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas aux bons endroits sur le territoire, ils ne sont pas dans les bonnes spécialités et ils ne sont pas dans le bon mode d'exercice. Quant aux réponses cotères sur des jambes de bois du Premier ministre, sans faire de politique, qui est de dire on va créer un émissaire pour aller chercher des médecins à l'étranger, pardon, alors qu'on recale 9 sur 10 en première année de médecine, et que quand votre gamin veut faire médecine ou vos collègues veulent faire médecine, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'aller en Pologne, en Roumanie ou en Espagne, pour ceux qui ont les moyens. C'est un vrai problème. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une méconnaissance des problématiques de terrain, de réalité. Et donc, c'est là où le médecin ou le scientifique devrait être en appui, devrait avoir l'oreille des présidents, de premiers ministres, etc. Et, pardon, mais il y a très peu de médecins et tu en es un des rares. Mais je regardais le cabinet de Mme Vautrin, ministre de la Santé, il n'y a pas un médecin. Il n'y a pas un professionnel de santé. Donc ça, c'est un problème parce qu'ils ne peuvent même plus influencer puisqu'il n'y en a plus qui parlent. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de vision prospective. La vision démographique dont parlait le collègue par visio, il a raison. Et la grande loi qu'il faudrait faire et le grand coup de pied qu'il faudrait tirer, ce sont les ordonnances de 58. À l'époque, il y avait une vraie vision. On manquait de médecins à l'hôpital. On a créé les CHU, on a créé les statuts hospitalo-universitaires. On a le même problème 60 ou 70 ans après. Ça veut dire qu'on a la même urgence et donc il faudrait tirer les conséquences et notamment que les CHU, c'est probablement plus la réponse, que les carrières comme ça à vie, les rentes de situation, ce n'est plus la réponse non plus. Donc il faut refaire une loi, j'allais dire systémique, une grande loi de programmation. Ça a été fait sur la défense. Il faut faire une grande loi de programmation sur la santé, libérale, hospitalière, universitaire, mais pas arrêter de saucissonner et de cloisonner ou de faire des petites mesurettes ou des effets d'annonce. Je me permets de vous couper. Il est 20h53 et je pense... Et nous passons au deuxième temps de cette conférence, c'est-à-dire les questions du public. Vous avez peu de temps, donc il faut être efficace. Oui, donc j'aurais une question à vous poser. Que pensez-vous? Oui, je suis Maxime Barry, donc responsable de la commission Sciences et Industrie de la conférence Olivem, donc polytechnicien également. J'aurais une question à vous poser. Que pensez-vous du refus quasi total du gouvernement de négocier au sujet du montant de la consultation des médecins généralistes avec les syndicats de médecins généralistes? Monsieur le député va peut-être répondre. Non. En fait, c'est les masses monétaires. Le gouvernement, il s'engage. Le budget de la Sécu, c'est énorme. Et donc, il y a des contraintes. Tout ça, c'est géré de Bercy. Et donc, il y a une enveloppe. Alors là encore, quand il y a des grèves, tout d'un coup, tout s'arrange. Enfin, je veux dire, tout s'arrange. Mais le fond de l'affaire n'est pas là, à mon avis. La sécurité sociale, elle a 78 ans, d'accord? Elle a vieilli. Et donc, il y a vraiment un système de santé qui est fatigué. Ce que vient de dire Gérard Kizek sur les CHU,
moi, je suis un pur produit des CHU. Je veux dire, on a été formés, mais absolument remarquablement. Je veux dire, c'était génial ce système dans les années 58. Mais maintenant, c'est plus possible. C'est plus possible. Pourquoi? Parce que à l'époque, on demandait au chef de service de faire de la recherche, du soin et de l'enseignement. Bon, moi, j'ai jamais eu de chef de service qui ait bien fait les trois, parce que déjà, c'était beaucoup. Mais je me plains pas. Ils étaient très bien formés. Bon. Maintenant, il n'y a plus de chef de service. C'est un chef de pôle. Donc, il n'y a plus de famille. Vous voyez, quand vous arrivez le matin, là, vous savez, il y avait un feuilleton qui s'appelait 10%. Ils sont en bande, là, ils discutent entre eux. Etc. Avant, il y avait ça à l'hôpital. Il n'y a plus ça. Et puis, et donc, maintenant, il faut qu'ils gèrent le harcèlement. C'est-à-dire que la relation humaine, à l'époque, il y avait un chef. Et tout le monde, c'était comme ça, voilà, ça marchait comme ça. Bon, alors le chef, il était con, il n'était pas con, mais on le savait quand on choisissait le stage, il y avait quand même un chef. Maintenant, il n'y a plus de chef. C'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de dire non, ça ne va pas, etc., etc. Et puis, il y a des questions budgétaires qu'il ne peut plus gérer non plus, parce que ça passe au niveau du pôle. Voilà. Donc, ça fait 5 boulots, alors que déjà 3, c'était difficile. Donc, ce système, qui a été un excellent système, eh ben, il faut le réexaminer. Et puis, on pourrait parler du problème des statuts. Hein. C'est-à-dire que pour avoir travaillé 20 ans en CHU, pour avoir travaillé en CHU, 20 ans, eh ben, quand il y en a un qui ne travaille pas, on ne lui dit rien. Vous voyez, voilà. Alors donc, pour répondre à votre question, je crois que c'est un point sensible pour les médecins, hein, parce que la consultation, c'est un point très sensible. Mais pour autant, ça doit être examiné. Alors, c'est vrai que les médecins, ils sont quand même très sensibles au paiement à l'acte, mais il y a peut-être une réflexion à avoir aussi de la part des médecins. Enfin, moi, j'ai toujours été payé à l'acte et j'ai toujours trouvé ça très bien. Mais c'est vrai que le système trouve peut-être un peu ses limites aussi. Et juste, est-ce que, d'après vous, la question de la possibilité d'un déconventionnement plus ou moins réalisé complètement de certains médecins, est-ce que vous pensez que la possibilité d'un déconventionnement, est-ce que c'est vraiment envisagé par les politiques ou est-ce que qu'ils s'en fichent vaguement? Parce que c'est ça la menace s'il n'y a pas vraiment de régulation là-dessus. À Paris, il y a actuellement 1000 médecins maintenant qui sont déconventionnés sur le département de Paris. Hein. Et on voit, ça augmente régulièrement. Après, c'est 1000, hein, c'est pas grand-chose. Et en province et on est quand même un métier social. Hein. On doit soigner tout le monde. Il faut qu'il y en a peut-être certains de nos collègues qui l'oublient un petit peu. Mais je suis un peu d'accord avec toi sur l'histoire des masses. Bercy gère des masses, il s'en fout. Néanmoins, il y a une masse qui m'inquiète un peu, c'est qu'il faut que vous sachiez quand même que la masse des transports sanitaires est équivalente à la masse des soins. Et là, par moment, j'ai un peu de mal, quoi. Et plus on va fermer les hôpitaux de proximité, plus on aura des transports sanitaires. Alors, c'est en même temps, la télémédecine, la téléconsultation pourrait rendre de grands services pour réduire les transports sanitaires indus. Quand on opère, nous, les chirurgiens, des patients, en général, l'habitude, c'est ils vont bien, on les laisse sortir quelques jours, même souvent de plus en plus rapidement, et puis on leur donne un rendez-vous un mois après pour savoir, et c'est automatique, ils reviennent, et nos consultations sont remplies de consultations de contrôle. La plupart ces patients vont, 95%, vont bien. Une simple téléconsultation associée du patient avec une infirmière de proximité ou un médecin pourrait permettre d'éviter ce transfert vers l'hôpital et de nous encombrer avec des consultations inutiles qui coûtent très cher parce que c'est souvent une ambulance, 300 km, des choses comme ça pour revenir à l'hôpital. Sur le tarif de la consultation, il y a un sujet dont il faut parler, c'est les papiers. Hein, parce que la consultation n'est pas chère, mais en plus du boulot qui n'est pas payé, c'est les papiers. Hein, en France, on a des fonctionnaires qui demandent aux gens qui travaillent de remplir des papiers, qu'ils ne lisent pas. Mais bon, et ça, c'est le cas des médecins généralistes. Hein. Je veux dire, moi, j'avais des correspondants, j'appelais au cabinet et leur femme me disait « appelez-le plutôt vers 10 heures parce que là, pour l'instant, il fait les papiers ». Donc, je l'avais vers 10 heures. Non, mais ce que je dis là, je ne sais pas si vous avez remarqué pour les agriculteurs, mais on voyait la femme de l'agriculteur ou l'agricultrice, l'agriculteur lui-même avec des classeurs entiers et il disait « nous, les papiers, on n'en peut plus hein. ». Je veux dire, il y a quand même ce sujet-là. Augmenter la consultation, même peut-être pas beaucoup, mais surtout diminuer les papiers, c'est un devoir.
Une dernière question. Oui, c'est pas une question, Jean-Claude, puisque je sais pas. Tu voulais- C'est un tout petit commentaire parce que on est en train de parler effectivement de notre vie, de l'hôpital, etc. On a affaire à des gens qui font des études dans lesquelles le management a beaucoup d'importance. Et moi, je voulais simplement là faire un petit aparté sur le management. On a parlé, là, il a dit il faut changer ce système, etc. Mais le management, vous vivez du management, le management hospitalier, c'est il y a une loi qui fait qu'il y a un directeur, et ce directeur, il a les pleins pouvoirs. Je veux dire, c'est quelqu'un qui change tous les 4 ans, qui a une légitimité qui est celle de sa carrière, pas forcément, qui n'est pas celle forcément de l'établissement. Et derrière, vous avez une commission médicale qui a un but uniquement consultatif. Je veux dire, qui n'intervient pas, qui ne pas... il peut être écouté par le directeur, mais il est consultatif. Et puis, si on descend, je veux dire, on arrive au fait que si vous arrivez aux soignants, je veux dire, vous n'avez plus aucune parole. Ou voilà, vous pouvez avoir de l'influence, mais aucune parole. Je pense qu'on a un système qui est complètement mort, je veux dire, démotivant, je veux dire, qui est aussi infantilise complètement des gens qui ont de l'esprit, de l'imagination, un certain nombre de choses. Donc, je veux dire, c'est une des questions, je veux dire. Et c'est le sujet de l'attractivité. Oui, alors l'attractivité. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas terminer, excusez-moi, cette conférence sur des notes extrêmement pessimistes, parce que il y a quand même, pour nous tous, je crois, l'Académie de chirurgie, le fait que nous faisons un métier avec passion, que c'est un métier où on s'occupe de la souffrance, de la mort, de la maladie chronique difficile, de prendre des décisions complexes qui sont parfois des mutilations, des handicaps, etc. Et donc, et en même temps, à chaque fois que nous réussissons dans la guérison, dans l'amélioration, on a une satisfaction extraordinaire. Et cette passion de la médecine, à l'Académie, nous voulons la transmettre aux jeunes générations, aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants. Je crois qu'il faut que tout le monde participe de l'idée que c'est un métier fabuleux et que il est plein de promesses. Et même si c'est 30 € de la consultation, Coco, c'est vachement important d'avoir écouté la grand-mère qui va pas bien, celle qui est en train d'accoucher peut-être et d'avoir un problème difficile, etc. Et les urgentistes travaillent beaucoup dans ce secteur-là. Et à l'Académie, on s'intéresse beaucoup à tous ces problèmes. L'année dernière, on a fait une autre grande conférence avec des incidences politiques très importantes, c'est la gestion des grandes crises sanitaires. Quand il y a eu les grandes victimes, les nombreuses victimes, lorsqu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, de la promenade des Anglais de Nice, etc., il a bien fallu, là on voit l'utilité des médecins. Et la Covid, on a tous vu l'importance des professionnels de santé, des petites infirmières, des aides-soignants. Et ces gens-là, il faut reconnaître leur mérite et leur donner les moyens de travailler. Voilà, moi c'est un message d'espoir et de conviction qu'il faut partager, que l'Académie veut transmettre, parce qu'en même temps, nous avons une médecine française de qualité exceptionnelle. On en est tous convaincus. On a des grands chercheurs, on a des prix Nobel extraordinaires. Et voilà, et le plan France 2030, et c'est pas politique, c'est une volonté d'aller de l'avant. Oui, moi je voudrais simplement dire que c'est vrai qu'il y a des problèmes, etc. Mais moi, j'ai fait ce métier par vocation. Et voilà, j'étais passionné, mais j'avais personne, aucun médecin dans ma famille. C'est le métier que je voulais faire. Et je suis très content que mes enfants, dont aucun n'a fait médecine, mais en fait, surtout qu'ils fassent ce qu'ils voulaient faire. C'est ça, en fait, l'essentiel. Moi, je suis parti d'une génération où on a passé des nuits blanches. On arrivait le samedi matin, on s'en rentrait le lundi soir, mais on adorait. Moi, j'ai adoré ça. Même les nuits blanches et tout ça, parce qu'on apprenait notre boulot, etc. Et donc, il y a plein de jeunes. D'ailleurs, l'Académie, elle va dans les lycées et les collèges pour expliquer ce que c'est que la chirurgie. Voilà. Alors, c'est vrai que, en plus, bon, c'est vrai qu'on est beaucoup moins bien payé que la génération d'avant, ça c'est sûr. Hein. Bon, mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, l'important c'est qu'on fasse ce qu'on aime, et c'est ça le plus important. Merci beaucoup.
Nous allons devoir mettre fin à cette conférence parce que le temps est écoulé, mais ça aurait pu durer toute la nuit probablement. Un grand merci. En tout cas, un grand merci à tous pour votre participation et un grand merci au panel qui a pris le temps de discuter avec nous de ce sujet passionnant de la place de la science en politique. Mais c'était le but et c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Au nom de l'Académie, je vous remercie beaucoup de votre présence et à titre personnel, ça m'a fait très plaisir.